Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le sujet du jour est tout simplement comment augmenter la valorisation de sa société. Alors c'est un petit peu flou comme titre, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur. J'essaie de rassembler les facteurs que autant les fonds d'investissement que les business angels ou que les gros fonds de private equity regardent et vraiment les KPI qui notent pour faire une valorisation d'entreprise et quels sont les KPI qui font augmenter la valorisation, le prix de vente d'une société qui cherche à acquérir. Et c'est toujours intéressant de savoir ça en amont d'une vente ou même si vous ne souhaitez pas vendre, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les KPI importants à regarder pour augmenter ça. Et j'essaie de les synthétiser justement à travers de slides comme ça et pouvoir vous expliquer autour de tout ça et pouvoir vous donner le maximum de valeur sur les différents KPI que j'ai notés. Donc déjà, encore une fois, comme je dis souvent, la vraie richesse se fait dans l'exit. Pour moi, la richesse ne se fait pas dans le chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce que vous avez une boîte qui fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions, 100 millions de chiffre d'affaires qu'on peut parler de vraie richesse. La vraie richesse, elle se fait quand la boîte est vendue. Le vrai exit, pour avoir parlé avec énormément de gros start-upers qui ont revendu complètement ou partiellement une start-up, au moment où ils ont vraiment une richesse, au moment où ils ont vendu leur titre, du moins complètement ou partiellement, et c'est vraiment là où, comment puis-je dire, une seconde vie apparaît, une vie d'investisseur, une vie où on a vraiment une richesse, c'est vraiment pour moi dans l'exit. Donc c'est important de le comprendre et c'est important de se dire, tiens, si je vendais ma boîte, déjà est-ce que ma boîte est vendable? Et si je la vendais, combien je pourrais la vendre? C'est un peu comme les gens qui ont une maison depuis 15 ans et qui vont la faire estimer juste pour savoir en se disant, tiens, ma maison vaut 1 million d'euros, vaut 500 000 euros, mais je ne la vends pas, juste pour savoir. Là, c'est un peu le même principe avec ce type de présentation et ce type de KPI. Donc, première slide, c'est avoir une équipe de direction en place. C'est tout simplement avoir un board. Alors, en startup, on dit un board. En milieu corporate, on va dire une équipe de direction. C'est vraiment les personnes qui sont en haut de la liste. Est-ce que cette équipe-là est en place? Est-ce que tout le monde est à sa place, que ce soit un DAF, un CTO, un COO, un CEO? Ce n'est pas parce qu'on est fondateur de l'entreprise qu'on doit être directeur de la boîte. On peut très bien être fondateur et se retirer petit à petit à avoir constitué une équipe d'avengers en direction. Et ça, c'est top parce qu'en général, la personne qui va racheter cette société, complètement ou partiellement, elle sait qu'elle a une team d'avengers qui normalement ne va pas bouger selon les termes qu'on conclut dans la vente. Mais en tout cas, si cette équipe-là de direction s'entend bien ensemble, qu'elle est en place, qu'elle travaille bien, si en fait on supprime la tête tout en haut, on sait qu'en dessous on a une équipe en place et ça rassure forcément la personne qui va racheter cette société. Ça, c'est important. C'est pareil, c'est quelque chose qui prend du temps à structurer. Ça prend du temps pour recruter des personnes, les bonnes personnes. Ça prend également du temps parce qu'on peut se tromper. Un recrutement, ça coûte cher. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement prendre le temps et de prendre ce problème-là en amont comme tous les autres KPI que je vais donner juste après. Suite à ça, on a retiré son image personnelle de la marque. Alors ça, c'est un peu controversé. Ça dépend les projets. De toute façon, dans toutes les vidéos, je prends toujours un cas général, mais ça dépend toujours de votre projet, ça dépend toujours de votre cas personnel. Mais en général, c'est toujours bien si on n'a pas son image personnelle au sein de la marque. Pourquoi? Parce que si demain, je vais racheter une société et que cette société tient sur l'image, le personal branding de la personne à qui je rachète, quand elle n'est plus là, ça pose problème. Cependant, on peut toujours avoir des termes comme je peux bénéficier de son image encore 1 an ou 2 ans après la vente. Je peux quand même publier des vidéos à son image. Sa personne peut me louer son image également. Ça peut faire partie du deal. Mais c'est toujours bien si on a plutôt une image de marque plutôt qu'une image personnelle qui est au profit de la marque. Livraison sans le fondateur. Encore une fois, si par exemple je rachète une boîte de jardin, donc de paysagiste, et que je rachète la boîte
à la personne qui coupe les arbres, bah forcément, si je lui rachète, ça veut dire qu'elle ne travaille plus dedans, bah forcément, qui coupe les arbres, bah, il n'y a plus personne. Alors que si je rachète cette boîte à quelqu'un, mais que ce quelqu'un a constitué une équipe, a vraiment une équipe de livraison dans la boîte, donc il a un paysagiste, il a une personne qui peut conduire le camion, il a une personne qui vient ramasser les branches, grosso modo, pour schématiser un petit peu le tout, bah, j'ai une équipe solide. Et en gros, je me dis, bah, si j'enlève la personne au-dessus, bon, bah, ok, la boîte n'est plus gérée, mais en termes de livraison, j'ai quand même une équipe. Donc, c'est pour ça que si on a une équipe de livraison, si on a une équipe de direction pour la gestion, bah, en fait, je peux tout simplement racheter la boîte et que la boîte tourne de la même manière sans la personne qui est le fondateur. Avoir plusieurs canaux d'acquisition. Encore une fois, je prends l'exemple de mon jardinier. Si cette personne-là a qu'un seul canal d'acquisition qui est le bouche à oreille, bah, je me dis, bah, le moment où il n'y a plus de bouche à oreille, bah, il n'y a plus de clients. Donc je me dis, ben, si cette personne-là a du bouche à oreille, mais également de l'ADS, mais également du scrapping de mail, donc du cold mailing, il a trois canaux d'acquisition, je me dis, bah, tiens, là c'est intéressant. Si j'en ai un qui casse, si j'ai plus de scrapping, si j'ai plus de cold mailing, que ça ne marche plus, que ma boîte mail s'est fait crash, bah, à ce moment-là, j'ai toujours le bouche à oreille et j'ai toujours l'ADS qui fonctionne. Donc toujours avoir plusieurs canaux d'acquisition, ça c'est très 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 important. Ça peut paraître la base, mais c'est très important. Avoir des revenus récurrents. Donc encore une fois, là je ne parle pas d'abonnement, je ne parle pas d'un modèle en SaaS. Je ne dis pas qu'un paysagiste il doit transformer son modèle en SaaS, mais je dis qu'il doit avoir du modèle récurrent. Encore une fois, si la personne conclut un marché sur une taille d'arbre en one shot, bah, lui peut dire est-ce que vous voulez éventuellement, je vous fais une facture à l'année avec un discount. Je sais que ce client-là, je l'ai sur l'année. Donc j'augmente le panier client, j'augmente la LTV client et ça, c'est plutôt bon signe. Des revenus récurrents, on va parler de panier moyen et de LTV. Dans tout ça, c'est très important. Juridique égale actif. Bon, bah là, tout simplement, c'est de se dire est-ce que tout est en règle chez moi? Est-ce que les statuts sont bons? Est-ce que les AG sont bonnes? Est-ce que je peux déposer des brevets? Est-ce que les logos sont déposés? Est-ce qu'ils sont protégés? Tous ces actes-là juridiques, bah, ça fait augmenter la valorisation de votre société, ça augmente l'actif de la société, donc forcément, ça augmente le prix de vente. Ça, c'est très important d'avoir du juridique. Et comment avoir du juridique totalement carré? Bah, en se faisant accompagner de bonnes personnes, que ce soit des conseillers, que ce soit des avocats, des juristes, un bon expert comptable. C'est le b.a.-ba, c'est très 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 important. Avoir une base de données de clients diversifiée. Tout simplement, avoir une base de données, déjà une base de données clients, c'est très important. Je prends le cas encore une fois, mon jardinier, donc le paysagiste, qui a une base de données clients qu'on va pouvoir targeter, rappeler pour dire salut, on arrive au mois de mai, est-ce qu'il faut tailler les oliviers ou pas cette année, etc. On a déjà une base qu'on peut constamment travailler pour proposer de l'upsell, donc du produit additionnel, ou revenir sur un chantier qu'on a fait, de l'entretien classique. Et avoir une base de données de clients diversifiée, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la copropriété, on peut avoir du B2C, donc une personne lambda qui a une maison et qui souhaite avoir un entretien. On peut avoir un groupement de personnes qui a plusieurs maisons. On peut avoir un groupe d'investisseurs qui fait de l'immobilier. Voilà, si on a des clients diversifiés, ça, forcément, ça augmente la diversité et la diversité augmente forcément la valorisation. Avoir un tracking des métriques. Alors cette phrase-là, ça veut dire quoi? Tout simplement, j'en reviens encore une fois à ma slide d'avant qui est la LTV, le panier moyen client, le coût d'acquisition client, donc le CAC. Voilà, c'est vraiment avoir un tracking clair de chaque métrique. Ok, combien me coûte un client? Est-ce que grâce à mon coût d'acquisition, je peux scale? Est-ce que je suis rentable sur tel type de client? J'ai fait tant de chiffre d'affaires avec tant de marge. Voilà, vraiment avoir un tracking des métriques, autant marketing. En vrai, les métriques les plus importants, c'est marketing, vente et finance. Si on a ces trois-là, on sait combien nous coûte un lead, combien nous coûte le coût de transformation de ce lead et combien on marge sur le client final. Une fois que vous avez ça, grosso modo, vous avez la ligne directrice pour le scaling de votre société. Et ça, c'est un point culminant
pour la vente de votre société. Les finances, bon bah là, je reviens sur ma slide d'avant, hein, c'est avoir un tracking de mes finances, donc savoir est-ce que je suis en positif ce mois-ci, combien mon OBE va faire en fin d'année, combien est mon compte de résultat, enfin à quoi ressemble mon compte de résultat au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, au bout de 12 mois. Voilà, c'est vraiment avoir une situation des finances assez régulière. Moi, grosso modo, selon les sociétés, encore une fois, soit c'est tous les 3 mois, soit c'est tous les 6 mois, donc 2 fois par an, pour avoir vraiment une ligne directrice et que se dire, OK, on fait un point milieu d'année, tout va bien, on est en positif, les marges sont bonnes, les dépenses sont bonnes, on a réduit les finances, etc. Là, on peut repartir dans la dernière ligne droite de l'année et on prend la même ligne directrice et il n'y a pas de souci. Ou alors on ajuste et on n'attend pas, encore une fois, la fin de l'année pour ajuster parce que c'est trop tard. Donc toujours un point milieu d'année et si possible tous les 3 mois, ça nous permet d'avoir un point régulier. Avec l'expert comptable, avec le DAF si vous avez un DAF ou vous-même avec des tableaux de bord. Il n'y a pas besoin d'avoir des tableaux de bord, encore une fois, super compliqués. Un tableau de trésorerie très simple qu'on remplit à la main, un penny lane, un AGCAP pour vraiment avoir une vue d'ensemble de vos dépenses et de vos revenus. Conclusion de cette vidéo qui était plutôt courte, je pourrais en faire une plus longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais la conclusion que je pourrais vous faire de cette vidéo, c'est comme d'habitude de prendre du recul sur son business et de se dire j'ai pas envie de vendre ma boîte n'est pas vendable, mais dans l'hypothèse que je pouvais la vendre et que je voudrais la vendre, comment je peux faire et comment j'augmente ce prix de vente. Parce qu'en faisant cet exercice-là, vous allez structurer votre boîte et une boîte qui est structurée marche au final beaucoup mieux, va dans la bonne direction, va pouvoir scale sans danger parce que le scaling peut être une source d'augmentation de chiffre d'affaires, d'augmentation de marge, mais peut être aussi une source d'augmentation de chiffre d'affaires mais une baisse de marge. Donc forcément, la boîte ne devient plus rentable. Donc c'est très important de prendre toutes les slides que j'ai fait là et vraiment prendre des notes et de vous dire ok, Johnny l'a dit, l'équipe de direction en place. Qui j'ai au sein de ma société dans mon board? Est-ce que j'ai une équipe de direction en place? Non. Ok, comment je peux faire? C'est là tout ce que je viens de vous dire. Vous avez juste à prendre une feuille, vous notez sur une feuille et vous débriefez avec vous-même. Ok, est-ce que j'ai ça? Oui ou non? Non, je ne l'ai pas. Comment je peux faire pour l'avoir? Ok, quel temps ça me prend? Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai fait, ce que je fais dans toutes mes boîtes pour me dire est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je peux scale? Est-ce que je peux vendre? Est-ce que je peux augmenter la valorisation de ma boîte et in fine de mon groupe? Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude dans l'espace commentaire, laisser un petit like, vous abonner pour suivre l'ensemble de notre chaîne et suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo.